dans la naissance des nations. Avant, il y avait des royaumes, des empires, des peuples, les Bretons, les Corses, les Alsaciens, les Basques. Les nations, la nation française est née avec la Révolution française. Et c'est à la bataille de Valmy, je crois, que le général Kléber, il me semble, voulait remplacer le chant, l'exclamation « Vive le roi ». Avant, c'était « Vive le roi ». Il n'y avait plus de roi. Alors, on a remplacé ça par « Vive la nation ». Et disons, ce nationalisme s'est répandu à travers toute l'Europe. Et c'est de ces nations qu'est venue l'explosion du monde virtuel, qui existait déjà avant, mais qui est devenu véritablement là. Bien, alors maintenant je commence mon exposé proprement dit. Mais on peut peut-être contester ce que tu viens de dire. On peut toujours contester. D'ailleurs, en Angleterre, par exemple, où il y avait encore la notion de nation existe aussi, non? Non. Les Anglais. Ah, tu vois qu'il y a des exceptions. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'il y a l'exception. Les Anglais sont un royaume et la reine d'Angleterre est aussi, mais indépendamment, reine d'Écosse. Ça n'a rien à voir, hein, les reines d'Angleterre, d'Écosse, de plein de choses. Au XIXe siècle, la reine Victoria était impératrice des Indes. C'est comme le tsar de Russie était tsar de Russie, mais aussi grand-duc de Finlande, indépendamment, n'est-ce pas? La Russie était un empire, comme l'empire austro-hongrois, mais ce n'était pas des nations au sens où on l'entend actuellement. Les peuples qui étaient là, je veux dire, d'ailleurs, même maintenant que l'empire soviétique a éclaté, on voit bien que les Géorgiens, les Ukrainiens, les Russes, les Khazars, etc., je veux dire, voilà, bon, bref, on peut en discuter. Je commence. L'article 4 de la Constitution de 1848, c'est-à-dire la Deuxième République, postulait. La République a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité, et pour base le travail, la famille et, parce que vous voyez, et la propriété. Bien. Mais une année de propagation de ce virus microscopique a mis à mal toutes ces notions. On pense à la fable Le lion et le moucheron. Vous savez, l'histoire du lion, là, qui se croit le roi des animaux, et puis le moucheron le rentre. Il rentre dans ses naseaux, on a l'impression de voir un écoutillon, là, faire un test PCR. Il faut lire La Fontaine, c'est très inspirant. Il faut enlever la télé. Comment on fait pour l'éteindre? Bon. On va réduire l'éteindre pour le moment. Alors, la liberté est confinée. Ça, il n'y a pas besoin de le répéter. L'égalité reste virtuelle entre une famille modeste dans un petit logis et un couple prospère dans une vaste demeure. Et la fraternité cède face aux tensions provoquées par cette plaie d'ampleur publique. Quant au travail, il est remplacé par une assistance d'État pour certains et effectué en distanciel, comme on dit, pour d'autres. La famille est mise sous cloche par la distanciation entre petits-enfants et grands-parents, même dans les moments ultimes, hein, où les petits-enfants n'ont pas le droit d'aller embrasser leur mamie avant qu'ils meurent, ni d'assister à leur enterrement. Et la fameuse propriété, elle est hypothéquée par une dette abyssale, dont on se demande comment les futures générations vont la rembourser, ce qui la rembourse. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation inouïe, il faut remonter aux fondamentaux de l'espèce humaine et aux dérives croissantes de notre culture face à la nature, que j'ai nommé avatar du virtuel. Alors, comme je l'ai dit, un tableau impressionniste se voit mieux à distance que tout près. Tu prends en le petit point. En prenant un peu de distance, on va mieux comprendre. Selon les évolutionnistes, et on fait un peu de science quand même, hein, l'adéquation des êtres vivants les uns aux autres ainsi qu'à leur écosystème se ferait par une sélection adaptative résultant en un accroissement de complexité. L'homme fait partie du monde vivant et dans ce monde du règne animal, et là du genre Homo, plus précisément de l'espèce Homo sapiens, apparue il y a plus de 100 000 ans. Le cerveau de l'homme diffère de celui de l'anthropoïde le plus proche de chimpanzé par un volume triple et par des aires spécialisées dans le langage articulé. Or, le chimpanzé, comme les autres animaux, s'est montré tout aussi viable dans des environnements sélectifs. Le supplément de cerveau de l'homme, dont au fond il n'aurait pas vraiment besoin,
serait alors un cadeau de la nature, selon l'expression de Rémi Chorin. Les deux sous-espèces sapiens et néandertalensis, presque identiques sur tous les plans, diffèrent par des organes de phonation et de préhension plus structurés chez les sapiens. C'est ce qui leur a permis d'élaborer des langages articulés et de constituer des groupes solidaires présentant l'avantage sélectif de conserver et de transmettre de génération en génération, par le verbe puis par l'écrit, un langage, un héritage culturel transcendant le mécanisme génétique. Ce que les animaux ne peuvent évidemment pas faire. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Contrairement à l'évolution biologique vue comme darwinienne, l'évolution culturelle apparaît ainsi comme essentiellement lamarckienne, en assurant la transmission, non pas des caractères acquis, mais des connaissances acquises. Elle a doté l'homme de liberté, de volonté, lui permettant d'échapper au hasard et à la nécessité de l'ordre naturel. Tout langage fait intervenir des entités immatérielles. Chez les animaux, celles-ci transitent par des organes de perception différenciés, sensibles à la lumière, la vue, au son, l'ouïe, à la chaleur, ou à la pression, le toucher, ou à des molécules spécifiques, l'odorat et le goût. C'est par ces langages que nous entrons dans le monde virtuel. C'est le néandertalien qui fabriqua les premiers outils en silex et procéda au premier rite funéraire il y a plus de 100 000 ans. Mais c'est le sapiens qui réalisa les premiers artefacts osseux et les premières représentations classiques il y a plus de 30 000 ans. Les peintures et gravures rupestres d'Europe, figuratives de sa folle préhistorique, datent de 13 000 à 31 000 ans. Plus que la maîtrise du feu obtenue par l'Homo erectus il y a près de 400 000 ans, c'est la capacité de représenter des objets réels par des formes virtuelles qui caractérise l'Homo sapiens. Alors que les animaux ne perturbent la nature qu'à la marge, en remplissant leurs fonctions naturelles dans un écosystème spécifique, l'homme la perturbe beaucoup plus en fabriquant des outils et en construisant des cités, en sélectionnant des espèces utiles, cherchant même à modifier le génome, et en se répandant sur tous les continents, rêvant même de coloniser d'autres planètes. Les conflits entre groupes humains produisent également des désordres naturels importants, soit délibérés pour couper des ressources vitales aux ennemis, bon, on va les grandes guerres, les Russes en fait, etc., soit par désinvolture des belligérants. Deux autorités étaient invoquées dans la scolastique médiévale, la Bible et Aristote. Or, ce dernier distingue plusieurs niveaux d'âme chez les êtres vivants. Une âme nourricière et reproductrice déjà présente dans le règne végétal. Une âme sensitive et motrice spécifique du règne animal. Une âme consciente et intellective propre à l'espèce humaine. Et un principe spirituel qui est la part du divin en l'homme. Or, Dieu, dans la Genèse, après avoir créé les cieux et la terre, la lumière et les ténèbres, le firmament et le continent, les luminaires du jour et de la nuit, les plantes et les animaux selon leur espèce, fait l'homme à son image et à sa ressemblance, mâle et femelle à la fois. Je cite la Bible. L'ayant modelé avec la glaise du sol, je cite toujours la Bible, il y a des tas de citations, tout ça sans transmis, il lui insuffle une haleine de vie, puis lui donne des commandements, ce qu'il ne fait pas avec les autres créatures. L'homme apparaît ainsi comme une sorte d'extraterrestre. C'est dans la Genèse que la domination de l'homme sur la nature acquiert une base idéologique. Faite à l'image d'un Dieu créateur, l'homme y reçoit pour injonction, je cite, « Remplissez la terre et soumettez-la ». Ce paradigme de l'homme, maître et possesseur de la nature, traversera la pensée occidentale de Descartes à Marx. Au Moyen-Âge, ce sont des moines chrétiens qui firent la révolution agricole, aux grandes dames d'un Pierre de Ronsard dans sa fameuse élégie contre les bûcherons de la forêt de Gaspé. N'entends-tu pas sur l'écorce des arbres, les nymphes, etc. Et malgré les indéniables avancées scientifiques ou techniques des Chinois ou des Indiens, ce n'est pas un hasard si c'est chez des peuples de culture monothéiste que se sont développées les sciences et techniques modernes, qu'on est parvenu à maîtriser les famines et les épidémies, je parlais des vaccins, et qu'on a créé une lumière cohérente, le laser, une intelligence artificielle et des moyens de communication transcendant l'espace et le temps, Internet.
Cependant, à côté de ces activités de type utilitaire, l'homme a développé des activités de type récréatif, artistique, religieux et plus généralement culturel, qui vont de plus en plus l'éloigner de l'ordre naturel. Le but de cet exposé est d'en explorer quelques aspects: le discours compensatoire, la pensée unique, les effets virtuels, la réalité augmentée, etc. Je commencerai par le discours compensatoire, en partant des Saintes Écritures. J'ai un peu ma référence. Depuis des siècles, les docteurs de l'islam prétendent que l'Ancien et le Nouveau Testament ont été falsifiés par les Juifs et les chrétiens, le message divin d'origine étant rétabli dans le Coran. Mais ils ne sont pas les seuls, car depuis l'époque des Lumières s'est développée une exégèse faisant ressortir des contradictions et des invraisemblances dans ces textes sacrés. Quoique ces assertions reposent sur une méconnaissance de leur symbolique, elles renferment une part de vérité qui va illustrer mon propos. Bon, je passe sur la problématique du cadet et de l'aîné, qui est un point d'achoppement des trois monothéismes. Plus directement, de mauvaises langues ont prétendu que si le décalogue a été donné aux Hébreux, c'est que ceux-ci inclinaient à être tueurs, voleurs, trompeurs et envieux, ces commandements visant à corriger leur mauvais penchant naturel. Ce serait un exemple de discours compensatoire correctif. Un autre exemple en est donné par le 5e commandement: tu honoreras ton père et ta mère, complété par un commandement ultérieur: tu craindras ta mère et ton père. Cette inversion viserait à compenser la propension naturelle à honorer sa mère et à craindre son père. Compenser les défauts de nature par des règles de culture est d'ailleurs un des rôles de l'éducation. Ainsi, les Hébreux, choisis par Dieu et la Bible pour porter la transcendance, précisément parce que c'est un peuple à la nue croix, je cite toujours, éternel ennemi des suprêmes puissances, là je cite Raskin dans Atali, auront besoin que ces 10 commandements soient déclinés en 613. Il faut savoir que pour les Juifs, il y a 10 commandements, il y a 613. Les rabbins, ils sont compliqués à suivre. Alors que plus tard, Jésus les réduira à 2. Vous connaissez Dieu et son prochain. Faisant confiance à l'amour pour faire le reste. C'est pour des raisons similaires que les Français, peuple réputé pour son indiscipline, les couloirs réfractaires, furent employés par l'Église catholique comme bras armés contre les hérétiques et qu'ils ont besoin d'une pléthore de lois inscrites dans un droit écrit. Verba volat scripta manens. Alors que les Anglais, peuple connu pour son civisme, se satisfont d'un minimum de lois dans un droit oral. Le style même de leur jardin respectif, à la française ou à l'anglaise, est une forme de discours compensatoire correctif. De nos jours, les hommes politiques sont de plus en plus irrespectueux de la volonté populaire et ils compensent ces manquements par des discours de propagande guidés par des sondages. De même, les automobiles ou les montures de lunettes, par exemple, sont de plus en plus laides et les aliments préparés de plus en plus malsains. Mais leurs promoteurs compensent ces défauts par un matraquage publicitaire appuyé sur un effet de mode. Et comme disait Goebbels, parole d'expert, plus c'est gros, mieux ça pousse. Il y a aussi les matchs de foot. Le foot est un sport très populaire, alors que le rugby est un sport plus bourgeois, comme vous savez. Bon, alors les gens aiment bien les matchs de foot, je veux bien, mais est-ce qu'ils font du foot demain? Où est-ce qu'ils sont sportifs? Moi, je vois le fan typique comme un bonhomme affalé avec sa graisse sur son fauteuil, en train de regarder la télé, et puis dire « Ah, il aurait dû faire ça ». Ah mais non, c'est pas ça qu'il aurait dû faire là. Non, en bouffant des pop-corn. Bon. Alors, il compense évidemment le fait qu'il ne fasse pas de sport par le fait que d'autres en font. Ils donnent même des conseils, il aurait dû faire. Alors, il faut savoir que le sport a été introduit et développé en Angleterre au début du XXe siècle pour détourner un petit peu l'agressivité populaire, pour lutter contre la tendance, l'excès de testostérone, qui pousse les hommes à se faire la guerre. C'était une manière de détourner les gens de la guerre en passant par le sport. Et il fut un temps où les équipes nationales se faisaient une sorte de guerre virtuelle, parce que le sport c'est une guerre virtuelle. Encore que parfois ça dégénère. Moi je me souviens quand je suis allé au Brésil, le stade de Maracanã, il est tout près des favelas. Et pour je sais pas, c'était vraiment dérisoire, ils pouvaient aller voir des matchs
prestigieux, donc ça va tout à fait dans ce sens-là en fait. Oui, bien sûr. En fait, le spectacle était plutôt sur les gradins que sur le stade. Non, mais je veux dire, c'était quand même fait à l'origine pour détourner. Alors maintenant, c'est plus simple parce qu'il n'y a plus d'équipe de France, il y a les Bleus. Il n'y a plus comment dirais-je, comment on appelle ça, le truc des nations, il y a l'euro. Les Bleus, l'euro. En plus, les équipes, c'est des gens qu'on a achetés un peu partout. Alors, il y a quelqu'un qui un jour va chanter la Marseillaise, une autre fois il va chanter une espagnole ou une chinoise. Bon. On est dans le virtuel, là. Hein. Déjà, celui qui regarde un match de foot sans y participer dans le virtuel, et lorsqu'en plus, je veux dire, on achète des joueurs et qu'on change les noms, on va dans un virtuel au deuxième degré. Voilà. Pendant ce temps-là, on ne manifeste pas des choses importantes. Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi que ça sert à détourner des peuples de problèmes réels, comme disaient les Romains, du pain et des jeux. Hein. C'est l'opium du peuple. Comment? C'est l'opium du peuple. L'opium du peuple. Ah ben non, on peut dire que c'est la religion du peuple. Oui, mais c'est vrai. devenu... Comme il n'y a plus de religion, maintenant c'est devenu un peu l'opium. C'est une nouvelle religion chez Pascal. Mais il existe aussi un discours compensatoire lénifiant. Est-ce, si votre dentiste vous dit que vous ne sentirez rien, vous pouvez vous attendre au pire. Et lorsque notre monnaie était le franc, si un ministre nous annonçait qu'il n'y aurait pas de dévaluation, on pouvait être à peu près sûr qu'il y en aurait une dans la semaine. Ce type de discours est fréquent chez les hommes politiques, pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, De Gaulle, porté au pouvoir par les Français d'Algérie, mit fin à l'Algérie française. Plus tard, Giscard d'Estaing, élu par la France la plus conservatrice, lança des réformes sociétales que la gauche n'eût pas osé entreprendre. À l'opposé, François Mitterrand, artisan de l'union de la gauche, initia la politique salariale la plus rigoureuse depuis longtemps. Leurs successeurs ne dérogèrent pas à cette coutume, provoquant une désaffection croissante des électeurs et leur glissement vers des partis extrémistes. Ouais, mais on n'est plus dans le théorique, on est dans le réel. Hein. À l'étranger, le président démocrate Kennedy déclencha la guerre du Vietnam et faillit entrer en conflit avec l'URSS. Alors que le président républicain Nixon mit fin à la guerre du Vietnam et reconnut la Chine populaire. L'ancien KGB Nikolaï Gorbatchev mit fin à l'empire soviétique sans effusion de sang. D'ailleurs, il a eu le prix Nobel. Et l'ancien sympathisant nazi Anwar el-Sadat et l'ancien extrémiste sioniste Menahem Begin mirent fin à l'hostilité millénaire entre l'Égypte et Israël. Certains de ces retournements étaient prémédités peut-être, mais d'autres un vrai chemin de Damas. Il existe enfin un discours compensatoire stimulant. Lorsque j'étais enfant, j'étais de santé peu robuste, tant au physique qu'au psychique. J'ai mis du temps à apprendre à marcher, à parler et à lire. Mais ma tante ne cessait de s'extasier sur ma vigueur et mon intelligence. Ah, il a dit ça, qu'il est intelligent! Oh là 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 là! J'ai fini par obtenir un doctorat en sciences et à mon âge, je me sens plutôt bien portant, alors que nombre de ceux dont j'enviais la vigueur ont disparu. Alors autour de moi, c'est l'hécatombe, hein, mais moi, je suis toujours. D'ailleurs, j'ai eu le coronavirus, très léger, je n'ai pas senti passer. Alors qu'il y a des jeunes qui l'ont eu et qui sont retrouvés le putain. Ma première, c'est 50 ans. Ah non, il n'y a pas que ça, je suis mis en régime aussi. C'est ce qu'on appelle la méthode Coué ou encore l'effet placebo. C'est la foi qui soulève les montagnes, décidant parfois du cours de l'histoire. La victoire de Judas Maccabée face aux Syriens Antiochus à Emmaüs en 166 avant Jésus-Christ. Du franc Clovis face à l'Allemand Giebold à Tolbiac en 496, du Normand Guillaume face au Saxon Harold à Hastings en 1066. Alors j'ai déjà dit une fois pourquoi la victoire de Guillaume sur Harold avait vraiment changé l'histoire. Parce que c'est ce qui a fait que l'Amérique est devenue un pays anglophone. On n'entend pas. C'est ce qui a fait que l'Amérique est devenue un pays anglophone. Et qu'elle s'est alliée à l'Angleterre plutôt qu'à l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si Guillaume ne l'avait pas emporté, la face du monde en était déjà changée. Ce n'est pas le nez de Cléopâtre, hein. C'est simplement un geste volontariste qu'a fait Guillaume le Conquérant. J'en parlerai si vous voulez dans les discussions. À l'inverse, et là c'est grave, ma propre expérience,
Un mauvais éducateur peut compromettre l'avenir d'un enfant en lui faisant perdre confiance en lui. Là, Denis Chalpec en sait quelque chose. Absolument. Chez l'animal, on agit par la voie des réflexes conditionnés. C'est ainsi que les soviétiques sont parvenus à rendre un tigre craintif face à une souris. J'ai vu une vidéo. Chez l'homme aussi, cette voie est possible, comme l'illustre le film Orange Mécanique. Je ne sais pas si vous avez vu Orange Mécanique. C'est un grand criminel, agresseur, tout ça, qui devient violeur et tout. Alors, on lui fait écouter la 5e ou la 9e, je ne sais plus. Oui. Et chaque fois qu'il écoute, il reçoit des décharges électriques. Enfin, c'est la méthode Pavlov, si vous voulez. Voilà. Et puis à un moment donné, on lui met une très jolie fille à poil devant lui. Il a envie de la prendre, mais on lui fait écouter du Beethoven et tout de suite, là, il se met à ses filles, il ne peut plus rien faire. Il est bloqué. Ça, c'est les réflexes conditionnés, c'est la méthode Pavlov. Ça existe chez l'animal, ça existe aussi chez l'homme. Mais l'importance du cerveau humain, que j'ai déjà mentionné, permet d'agir de façon plus profonde, pas seulement sur des comportements spécifiques comme celui-ci, mais sur un ensemble de croyances et d'attitudes. Ceci m'amène à ce qu'on appelle la pensée unique, que ce soit dans son domaine de prédilection qui est le politique, ou dans les domaines économiques, social, culturel, artistique ou même scientifique. Pour qu'une pensée unique prenne forme, il faut construire un véritable monde virtuel qui se substitue au monde réel. Toutes les religions se sont livrées à cet exercice, je l'ai montré pour le judaïsme. Mais le christianisme n'est pas en reste, la souffrance y étant une voie d'accès vers le royaume des cieux. Ni l'islam, le voyage onirique du prophète à Jérusalem en étant un bel exemple, il y en a bien d'autres. Dans les religions de l'Inde, la croyance en la réincarnation détermine les pratiques végétariennes. Ceci n'est pas forcément négatif, car échapper à des contraintes réelles par des fictions virtuelles est une forme de manifestation de la liberté humaine. Mais cela peut aussi mener à des croyances aliénantes, comme le furent l'astrologie, l'alchimie ou les pratiques magiques. Et ce n'est que lorsque ces dernières furent remplacées par des disciplines objectives que l'on a pu vraiment agir sur la nature. Le monde virtuel peut devenir pervers lorsqu'il en vient à violer les lois naturelles. La Genèse avait rendu l'homme maître et possesseur de la nature, mais avec l'interdiction de goûter aux fruits de 2 arbres situés au cœur du jardin, sous peine de mort. Or, nous avons accédé à l'énergie située au cœur de la matière et à l'information placée au cœur de la vie. Ceci nous donne un pouvoir immense, mais nous confronte à des dangers mortels si ce pouvoir est laissé à des mains dénuées de sagesse. Paraphrasant Salomon, Rabelais faisait dire à Gargantua « Science sans conscience n'est ruine de l'âme ». Il ignorait que ceci peut aussi mener à la ruine du corps et même à la disparition de l'espèce. Lorsqu'un discours compensatoire va trop loin, il peut aller à l'encontre du but recherché. Il y a eu de telles dérives dans toute la révolution, mais je n'en citerai que quelques-unes actuelles. La discrimination positive, née pour réduire certaines injustices, a engendré de nouvelles injustices. Le devoir de mémoire, conçu pour prévenir des résurgences calamiteuses, a entraîné des polémiques mémorielles. Ce qui était comportement marginal toléré est devenu presque la vie. La défense de l'enfant peut mener à une destitution des parents, comme dans certains pays scandinaves, et la défense de la femme dans une société d'hommes émasculés et de femmes insatisfaites, n'est-ce pas, rêvant des flatteuses grivoiseries du bon vivant. Ça, c'est à discuter. Allez, filles. Il y avait l'anecdote là du cadre qui rencontre une jolie femme dans un ascenseur à Chicago. Il la regarde. Elle regarde plus. You want to... I'll give you the address of my lawyer. Je te donne l'adresse de mon avocat. Elle considère ça comme une sorte de harcèlement verbal. Oui, ça fait les jolies. Exagérons rien. Mais ça existe. Alors, il y a des choses. Alors là, il y en a. Hein, Très certainement. Je passe maintenant aux effets virtuels dans le monde du spectacle et de l'économie. Les Juifs, dont la culture occidentale a hérité des 3 vertus théologales, qui sont la foi, Emouna, qui s'est surtout développée dans l'islam,
la charité, tzedaka, qui s'est surtout développée dans le christianisme, et l'espérance, atikva, qui est resté le propre du judaïsme, sont entrés dans le monde virtuel par le discours moralisateur. Alors, la Bible, c'est plein de morale, et le pieux mensonge. Dans la Bible, j'en parlerai sur le temps, même Dieu ment pour préserver la paix des mélodes. Les Grecs, donc cette culture occidentale, je dirais que la culture occidentale, c'est une fusion entre les deux cultures, a hérité l'art, la science et la philosophie, sont entrés, eux, dans le monde virtuel par les arts plastiques, le théâtre et la mythologie. Le christianisme et plus tard l'islam ont réalisé des synthèses différentes de ces deux cultures. La représentation d'objets inanimés par des figures virtuelles comme une nature morte, ne cause pas de réproche. Ce qui a posé problème au judaïsme, puis au christianisme, et surtout à l'islam, c'est la représentation d'êtres vivants, notamment les animaux et surtout l'homme, par des figures perçues comme mensongères, car ne montrant qu'une forme dépourvue d'âme. La Bible, elles ont des yeux et elles ne voient pas, elles ont des oreilles et elles n'entendent pas, etc. Peinture et plus encore sculpture, car située dans l'espace réel et donc plus mensongère encore. Nulle figuration humaine ou même animale n'est admise dans les mosquées. Dans les synagogues, on peut trouver des fresques animales ou florales colorées. Les temples protestants ont des décors sobres, des stylisètes, de simples croix. C'est dans les églises catholiques, et surtout orthodoxes, qui n'ont rien à envier aux temples grecs ou hindous, que l'on trouve le plus de figures virtuelles, peintures, sculptures, icônes, qui, pour les autres religions, ont un parfum d'idolâtrie. J'ai évoqué les dessins rupestres d'il y a 15 à 30 000 ans, mais on connaît aussi les déesses mères de Mésopotamie et des Babylons, les divinités à tête de cobra, de faucon ou de chien de l'Égypte ancienne. Dans les rites païens, on sacrifiait des êtres humains à des animaux ou à des idoles, d'où la proscription du culte des idoles et la prescription des sacrifices d'animaux dans le judaïsme, à titre éducatif et préventif. D'où aussi la valorisation de l'esprit sur la vie, de la vie sur la matière et d'une façon générale du réel sur le virtuel. De nos jours, en dehors de paisibles sectes anabaptistes, qui se méfient de tout moderniste, Doukhobor, Mennonite, etc., c'est l'islam qui mène un combat fanatique contre ce que nous considérons comme des œuvres d'art. Mais il y eut aussi une époque où dans l'église byzantine, des iconoclastes détruisaient des représentations sacrées, et à l'inverse, dans l'islam iranien, une période où même le prophète était représenté par des gravures colorées. En accord avec la doctrine thomiste, qui hérita du réalisme de la Bible et d'Aristote, l'Église se méfiait du courant augustinien inspiré de l'idéalisme de Platon et fleurant les hérésies gnostiques. Elle y voyait une ruse de Lucifer, esprit désincarné qui, ne pouvant agir sur le réel par lui-même, tente de s'y manifester en jouant sur l'esprit incarné de l'homme. L'Église se gardait donc de tout ce qui peut ressembler à des affabulations fallacieuses, les idoles bien sûr, mais aussi le théâtre, faisant certes des concessions à la dévotion populaire, les statues, etc., ou au divertissement princier, le théâtre, mais se méfiant des gens du théâtre soupçonnés de mauvaises mœurs. Un pas décisif dans la montée du virtuel fut franchi au XIXe siècle avec les inventions successives de la photo puis du cinéma. Une photo est plus ressemblante, donc plus mensongère qu'un dessin ou une peinture. Un film, même parlant, est moins réel qu'une pièce de théâtre, mais il se prête à plus de montage et de trucage, donc de mensonges. Dans la même époque, apparurent les premiers courants d'art non ou défiguratifs, dont l'Histrion Picasso est un bon exemple. Une autre innovation, celle des dessins animés de Walt Disney, permis de faire coexister des animaux humanisés et des humains animalisés, rompant la distinction sacrée entre les deux mondes voulus par le texte. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais récemment, à Walt Disney, il y a une femme qui voulait donner le sein à son bébé qui avait 2 mois et qui pleurait. Et il y a un gardien de Walt Disney qui lui dit « vous n'avez pas le droit ». Ça va choquer les visiteurs étrangers. Alors, je ne sais pas s'il pensait à de riches Américains ou à de riches Arabes, puritains les uns et comme les autres, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, ça? Le sein est fait pourquoi? Il est fait pour allaiter le bébé. Alors c'est vrai que c'est aussi un objet d'attrait sexuel. Cacher ce sein que je ne saurais voir.
Mais en réalité, pourquoi est-ce que l'homme est attiré par les seins d'une femme? Pourquoi est-ce qu'il éprouve une sorte d'attrait sexuel? Parce que, alors ça c'est, je veux dire, c'est pas lui, c'est son inconscient reptilien. Hein. L'évolution darwinienne l'a programmé pour qu'il soit attiré par une femme qui puisse allaiter les bébés qu'il va lui faire. Ah, c'est ça l'idée. Alors ça c'est très darwinien, hein, je vous signale. On est programmé pour être attiré par des femmes qui peuvent élever les bébés qu'on va leur faire. Alors évidemment, ça devient, par dérive sexuelle, ça devient un objet sexuel. Mais la finalité n'est pas là, la finalité c'est d'aller leur dire à une femme qui veut allaiter son bébé, ah ben écoutez, cachez ce sein, je le saurai moi, ça va choquer des gens. Là, on est en plein dans le virtuel. Alors, d'ailleurs, Walt Disney, c'est un spécialiste. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont plaints de Blanche-Neige, parce que moi, quand j'ai vu j'ai vu Blanche-Neige et les 7 nains mais c'est éminemment raciste et discrimination. Alors maintenant, ils vont refaire Blanche-Neige avec une négresse ébriquée pour représenter Blanche-Neige, et les nains, ils vont les remplacer par des géants, parce que bon, les nains, on ne dit plus vieillard, on dit personne du 3e âge. On dit malvoyant, malentendant. Il ne faut pas choquer. Hein. On est dans la novlangue. Dans la novlangue, voilà, c'est ça, exactement. Dans la novlangue, exactement. Hein. Enfin bon, Walt Disney, il y a beaucoup à dire. Ils ont joué un grand rôle d'ailleurs dans ces dérives virtuelles. Puis vinrent les trucages techniques des studios hollywoodiens qui permirent de représenter des événements miraculeux ou héroïques, comme les 10 commandements ou Spartacus, bon, ça c'est pas mal, ou des aventures exotiques, comme dans King Kong ou The Thing, la chose, c'est un troisième dans notre monde. Et alors, tout fut permis. Transition entre l'homme et l'animal dans la guerre du feu, la planète des singes ou l'île du docteur Moreau. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Hein. Mixage entre prise de vue réelle et dessins animés virtuels dans Qui veut la peau de Roger Babbitt. Effet virtuel assisté par ordinateur dans la guerre des étoiles, ou rencontre du 3e type. Le Seigneur des Anneaux. La Tour Infernale a dû inspirer les terroristes du 11 septembre 2001 et inciter les complotistes de tout poil à imaginer que cet événement lui-même, et peut-être même la mission lunaire, furent des trucages hollywoodiens. Parce qu'à partir du moment où on commence à truquer, pourquoi s'arrêter dans si bon chemin? S'il n'y avait pas cette dérive dans le virtuel qui date des décennies, même des siècles, je ne pense pas que les complotistes auraient eu si bonne presse. Ce monde de fiction est propice à l'émergence de nouvelles idoles, les étoiles du cinéma aspirant au Hall of Fame. Je ne sais pas si vous connaissez le Hall of Fame de Hollywood. Non. Non. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un trottoir où... oui. Mais les mains. Exactement. Ce star system débordera sur le sport, la chanson, les médias, laissant en arrière le théâtre qui en fut l'embryon. Il peut donner naissance à des personnages ou à des faits imaginaires qui n'ont de réalité que dans l'esprit de ceux qui s'en imprègnent. Évoluant dans un monde déconnecté du réel, les producteurs, réalisateurs et surtout acteurs tendront à s'affranchir des normes des sociétés ancrées sur le réel, multipliant les comportements atypiques et les paradis artificiels. Apparu dans la société réaliste américaine, Hollywood est aujourd'hui en passe d'être détrôné par Bollywood, plus conforme à la tradition idéaliste indienne. Les technologies modernes permettent d'aller encore plus loin vers ce qu'on appelle la réalité augmentée. Il s'agit de la superposition à une réalité concrète, ou à une représentation fidèle d'une telle réalité, comme un film, d'éléments virtuels ou auditifs calculés par un système informatique en temps réel. On ne peut parler de réalité augmentée pour des hallucinations homogènes ou acouphènes qui voilent ou déforment une réalité sans l'enrichir, ni pour les aides virtuelles ou auditifs qui ne font que rétablir une perception normale du réel. Mais le dispositif qui permet à un aveugle de voir en filmant les objets environnants et en transformant les formes et les couleurs en signaux audibles est pour lui. De même, l'adjonction d'une bande sonore à un film muet ou la colorisation d'un film noir et blanc ne font que corriger une réalité tronquée. Mais l'incrustation d'êtres ou d'objets virtuels dans des vidéos réelles mène à une réalité augmentée. Un montage en studio d'images ou de sons enregistrés donne une réalité augmentée si l'on y insère des sons ou des images de synthèse.
Les applications de cette technique sont multiples dans les domaines les plus variés. Les jeux vidéo sur tablette ou smartphone, bien sûr. Pokémon Go, c'est ce que c'est. Mais aussi l'éducation et la formation, l'aide à la conduite automobile et à la navigation aérienne, la pratique médicale et chirurgicale, la vulgarisation artistique, scientifique, technique, les processus industriels de la conception à la maintenance, le commerce, le tourisme et bien entendu le cinéma et la télévision, la publicité commerciale et la propagande politique. Mais le commerce et la politique ne relèvent pas de l'activité ludique ou de l'extension des potentialités, mais de la manipulation mentale, ce qui nous ramène au discours compensé. Au-delà de la réalité augmentée, il y a ce qu'on appelle l'homme augmenté. C'est l'objet d'un mouvement dénommé trans ou post-humanisme. S'inspirant plus d'Icare que de Nietzsche, il vise à utiliser tous les moyens de la technologie pour augmenter les capacités de perception, de cognition, de réflexion et d'action de l'être humain par son intégration étroite des machines robotisées grâce aux nanotechnologies, aux biotechnologies et aux sciences cognitives. Le problème. Tu as dit perception, cognition, quoi d'autre encore? Perception, oui, cognition, réflexion et action. Réflexion et action. Le problème est de savoir si par ce moyen on rendra l'homme plus humain ou au contraire hybridé à une espèce nouvelle. Le transhumanisme se divise en deux courants, ça c'est officiel, hein. Oui. Celui qui veut simplement améliorer les capacités de l'espèce sans renoncer à sa spécificité, et celui, surtout aux États-Unis, financé par la NASA, Google et compagnie, qui eux prônent la technofabrication d'une post-humanité hybridée à des dispositifs dotés de capacités physiques et intellectuelles très supérieures. D'une autre façon que les États-Unis, la France est orientée vers la déconnexion du réel. Cependant, si les Américains ont gardé le pragmatisme concret britannique, les Français ont hérité du dogmatisme abstrait latin. Dans le système éducatif, la maîtrise des langues prime les activités artistiques, techniques ou sportives. Et les maths jouent un rôle excessif par rapport aux sciences expérimentales. L'approche idéologique, je pourrais parler d'Einstein, Poincaré, Madame Bonnard. On n'a pas le temps. Là, tu opposes pragmatisme et dogmatisme. Voilà, exactement. Là je ne veux pas parler de tout, je donne des. Je survole. L'approche idéologique des problèmes et les doctrines en isme sont les jeux en France. Nationalisme, qui est né en France d'ailleurs, et socialisme, qui est né aussi en France. Cléricalisme, qui est né en France, et laïcisme, qui est né aussi en France. Classicisme et romantisme. Le classicisme, bon, c'est hérité des Grecs et des Romains, le romantisme est né en Allemagne, mais c'est développé en France. Impressionnisme, fauvisme, cubisme, lettrisme, sans oublier royalisme, bonapartisme, gaullisme, giscardisme et tout piquanti. En gastronomie, les noms de plats évoquent plus souvent une vague apparence, œuf à cheval, ou une origine locale, tripe à la mode de Caen. J'entends botte en touche. Tripe à la mode de Caen. On botte en touche. Plutôt qu'une composition réelle. Hein. Et quand nous n'avions ni masque, ni gel, ni test, nous avons excellé dans les attestations dérogatoires. Voilà. Là, on est virtuel. Hein. Et dans la pratique du mensonge. Ah ben évidemment, bien sûr. On a excellé là. Ah oui, là on était très bon. Là. Non, je veux dire, des masques, des gels, des tests, c'est du réel. Là, quand on n'avait pas, on signe, alors on signe sur l'honneur en plus. Il n'y avait pas quelqu'un pour vérifier. Les politiques ont été démasqués. Je m'autorise à sortir de chez moi. Les politiques ont été démasqués. Exactement. Alors, un bon dirigeant français est quelqu'un qui parle bien, plutôt que de compétent et d'intègre. L'art politique consiste plus à convaincre les électeurs qu'à bien gérer la cité ou à expliquer les décisions prises en amont qu'à parvenir à des consensus négociés. Moi, j'étais à des réunions politiques avec quelqu'un qui disait mais je pense qu'on a mal expliqué. C'est pas la peine de discuter, on ne va pas changer, mais on a mal expliqué comme si on était des gamins. D'ailleurs, je te signale, pendant l'épidémie, on a passé notre temps à nous expliquer. Oui. Hein, comme si on était des gamins. Hein. Je veux dire, il y avait des gamins et des gamines à la télé, porte-parole du gouvernement, qui nous disaient
qui disait à des messages. Le masque ne sert à rien. Voilà. Bon, et ensuite, le masque est obligatoire. Ouais, Bon. obligatoire. Ouais, ok. Bien. Voilà. Il a même été question d'astreindre les chômeurs à tenir un carnet de bord de leur recherche d'emploi, alors que s'ils en étaient capables, ils seraient déjà chefs d'entreprise. Un malheureux chômeur qui pointe à l'AFP ou qui peut même pas, je sais plus, bon, il est dans un actif, il touche le RSA, alors il faut qu'il tienne un carnet de bord. Est-ce qu'il savait qu'à un carnet de bord, il fera autre chose dans le cache de cette histoire. Vous savez, maintenant, alors, j'ai eu beaucoup de mal à remplir ma déclaration d'impôt, j'ai fait des trucs en place, etc. Bon, je fais là-dessus. Pour un passeport, avant d'aller à la mairie, on change un passeport, une photo, on paye un chèque, ça y est, on attend les jours de et maintenant, il faut aller sur Internet, prendre rendez-vous, choisir machin. Pour le passeport, c'est le passeport, la pièce d'identité, c'est pas pareil. Alors, quand je vais maintenant à la poste, je vais acheter un stamp, alors on me dit, il faut machin. Là, je prends mon anneau la plus débile possible, je me coupe encore plus que je ne le suis. J'ai pas fait polytechnique, moi. Alors, la fille très jeune qui est morte. Elle a dit Moi non plus. Elle dit, moi non plus. Ah, bah, comme si voilà, bon, mais... Le point commun, alors là, j'en viens à cette histoire entre Français et Américains. Et on peut d'ailleurs y rajouter les Israéliens, parce que contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas un peuple, ce sont une nation. Les Français ont dit le peuple français. Non. Il y a un peuple breton, un peuple corse, un peuple basque, un peuple alsacien. Mais il y a une nation française. Je reviens à l'acclamation de Kléber à la bataille de Valmy. Vive la nation, pour remplacer le roi. C'est là que date l'éveil de nationalité en Europe centrale et le nationalisme. Le nationalisme est une autre forme de nationalisme qui est née par la même méthode. Et la nation est née de la langue, en fait, de l'unification. La nation, c'est une sorte d'union par des liens historiques, culturels, parfois linguistiques, mais pas nécessairement. Bon, enfin, en général, quand même linguistique. Enfin, disons historique, culturel, à l'origine religieux. La France était catholique, l'Angleterre était anglicane, la Suède était luthérienne, etc. Donc, historique, culturel, éventuellement religieuse et linguistique. Ça fait des peuples différents. Vous savez, moi, je me rappelle... Éventuellement, je ne sais pas si linguistique, parce que moi j'ai lu un texte il y a quelques années justement sur l'importance de la langue. D'ailleurs, il semblerait que la langue française... Oui, mais elle a dû être imposée, justement. Oui, c'est ça. Elle a dû être imposée aux Bretons. Ça a été le Ça a même démarré avec Louis XI. Ça a été... Oui. Le progrès de la langue française, ça a démarré avec Louis XI. Exactement, ça a démarré bien avant, en fait. Mais la nation a démarré après. Mais si vous voulez, bon, moi, ça me rappelle une anecdote. À un moment donné, il y a Pasqua qui dit, je ne sais pas quoi, etc. Puis un journaliste qui lui dit, en fait, qu'est-ce qui vous différencie de Le Pen? Il dit, la différence, c'est que lui, il est blond et moi, je ne suis pas. En réalité, lui, il est breton et moi, je suis corse. Nous ne sommes pas le même peuple, mais nous sommes la même nation. Nous avons les mêmes idées. Voilà. Donc, une nation, c'est ça. Alors, donc, et pour Israël, ce que tu disais, je n'ai pas compris sur Israël. Le point commun, c'est ça. Comment? Tu voulais dire quelque chose sur Israël à propos d'une notion de nation? Je disais que il n'y a pas de peuple français, il y a une nation française. Il n'y a pas de peuple américain, il y a une nation américaine. Donc il y a un film Naissance de nation par les Oui, je connais, oui. Avant, c'était des immigrés venant de tous les coins du monde. C'est vrai qu'ils ont choisi une langue, l'anglais, pour unifier. À une voix près. Et ça, à une voix près, ça fait de l'allemand. À une voix près, voilà. c'est vrai. Ça fait de l'allemand. Voilà. Et pareil, bon, les Juifs ont des... Je n'entends pas du tout là avec les motos. Enfin bref. Rapproche-toi, mets-toi plutôt là. Non, mais peu importe, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut que je termine. Enfin bref. Bonne idée. Le point commun entre Français et Américains, outre que leurs révolutions furent liées, n'oublions pas, alors il y a trois dates clés. Il y a la perte du Canada en 1763. 1763. Voilà. Il y a le général Montcalm qui a perdu la bataille contre le général Gaulle, ils sont morts tous les deux d'ailleurs, au plein d'Abra, c'était la propriété d'un Québécois, et la Confédération canadienne est née à ce moment-là. Ils font un coup dedans la télé, par contre.
s'il vous plaît. Il faut s'éloigner de la télé. Un tout petit peu, s'il vous plaît. Ah oui. Ça vous embête Non, pas? mais c'est pour entendre mon collègue. Je D'accord. m'éloignerai au moment des projections. Non, c'est pas la question de ça, monsieur. C'est qu'elle est juste installée sur 2 caisses. Ah, Si tu vous restes mettez là. un coup dessus, elle a tombe. Mais là, Voilà, je préfère. comme ça, voilà. Merci. Donc, une date clé, 1763, naissance de la Confédération canadienne à la suite de la perte du Canada par la France. 13 ans plus tard, 13, si j'étais Francis Gérard, 13. Non, c'est pas ça. En 1776, alors là, c'est la naissance des États-Unis d'Amérique après la révolte pour une histoire de taxe sur le thé. Hein, voilà. Et les Américains, bon, c'est des immigrants venus d'un peu partout, hein, les bras blancs, des ploucs. Il a fallu quand même que les aristocrates français, parce que le métier de l'aristocratie, c'était la guerre. Ça veut rien faire que la guerre, c'était leur métier. Un homme, c'est quelqu'un qui sait bien tirer les coups. Voilà. Il a fallu leur envoyer, ils sont partis d'eux-mêmes, comment dirais-je, Lafayette, Rochambeau, Gilles d'Estaing, etc., qui les ont aidés à gagner la guerre contre l'Angleterre, qui était quand même une grande puissance militaire. Mais ça a contribué à ruiner la France. Il y a eu d'autres raisons. Il y a eu une famine, un changement climatique, etc. Et résultat des États généraux et la Révolution française 13 ans plus tard. Donc 1763, la France perd le Canada. En revanche, 1776, la France aide les États-Unis contre l'Angleterre. 1789, tout ça, ça ruine la France et c'est la Révolution. Bref. Donc c'est pour ça que je dis qu'elles sont liées. Elles sont d'autant plus liées que la Constitution, la première Constitution française, contrairement à ce qu'on croit, est copiée de la Constitution américaine. C'est pas l'inverse. Les Américains sont devenus indépendants grâce à la France, mais les Français se sont inspirés de la Constitution américaine, leur première Constitution, ensuite jamais vue. Donc le point commun entre Français et Américains, outre que leurs révolutions furent liées, mais là je rentre pas dans un instant sur et que contrairement, alors je dis bien, aux Basques, qui sont répartis entre 2 États, la France et l'Espagne, aux Kurdes, qui sont répartis entre 4 États, aux Japonais, qui eux sont une nation, un peuple et une nation, aux Danois, alors là c'est vraiment des Scandinaves de l'état pur, ne sont pas des peuples qui sont liés par des liens charnels, mais des nations liées par des liens culturels, alors je répète, histoire, langue, valeurs, droit du sol. Première nation européenne pour la France et première nation américaine pour les États-Unis. D'où leur attrait pour le virtuel qui, poussé aux extrêmes, finit par désunir ce qu'il avait vocation d'unir. Parce que l'idée d'une nation, c'est d'unir des peuples différents. Les Français, l'Espagne aussi est une nation, hein, entre les Andalous, les Castillans, etc. Il n'y a pas grand-chose de... Les Catalans, il n'y a pas grand-chose de commun. C'est une nation. Par contre, les Hongrois, c'est un peuple. Et les Allemands étaient un peuple qui était dispersé entre plusieurs principautés. Mais il a failli devenir une nation avec la République de Weimar. Et le nazisme est revenu aux fondamentaux. Ils ont dit non, c'est pas une nation, c'est un peuple. Un peuple, un empire, un chef. Un Reich, un Führer, exactement. Donc l'Allemagne est à cheval entre nation et peuple. D'ailleurs, il y a une partie qui est catholique, une partie qui est luthérienne. Il y a les Allemands du Nord et les Allemands du Sud. Donc c'est entre les deux. Alors que la France est vraiment une nation, l'Espagne aussi, même l'Israël aussi, bon, si vous voyez des gens qui arrivent partout. L'Amérique, n'en parlons pas. Comment dirais-je, l'Allemagne était un pays intermédiaire, aussi bien au point de vue linguistique, parce que l'allemand du Nord n'est pas le même que l'allemand du Sud, religieux, les catholiques, les luthériens, etc. Voilà, donc il y a eu une sorte d'ambiguïté. On nous inonde d'objets connectés à l'utilité douteuse et d'économie numérique, source de bulles explosives. Voilà, il faut que je termine par un truc. Bientôt, il faudra sortir de Polytechnique, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire sa déclaration d'impôt ou obtenir un nouveau passeport. On nous matraque sur le terme d'inégalité fictive et on nous abreuve de droits sans fondement naturel afin de justifier des réformes sociétales, un grand groupe, ou des mises en conformité ruineuses. Je ne vous dis pas ce que ça coûte, les mises en conformité dans les immeubles. Alors là, c'est des... Il y a des... Mais par contre, on viole l'égalité de droit entre ceux qui maîtrisent les technologies numériques et ceux qui les ignorent, et ont le droit de demeurer dans cette ignorance.
ce qu'on appelle la fracture numérique. Non, pas vraiment, parce que, je veux dire, à la limite, je suis tellement agacé, bon, moi je peux me débrouiller quand même, je n'ai pas fait tout technique, je vais appeler pour ça. Mais aujourd'hui, on devait avoir un conseil syndical en visio. On a eu des conseils syndicaux en visio pendant le confinement, mais là ça va, c'est fini. Voilà. Là on peut se réunir, je ne vois pas pourquoi on ne se réunit pas dans la salle du conseil, mais ils ont pris l'habitude, et comme le mari de la présidente est informaticien, ils veulent nous entraîner dans cette dérive numérique. Alors moi je leur ai dit, je ne viendrai pas, je suis l'affaire. Voilà. Et finalement, ils ont décidé de faire le conseil syndical en réel pour ceux qui peuvent venir, et en virtuel pour ceux qui ne seront pas. Non mais là, ça fait beaucoup. Mais il y a plus grave. Nos fruits et légumes sont non seulement pollués par des engrais et des pesticides, qui sont parfois nécessaires, mais de plus en plus cultivés hors sol. Puis, pour redonner à des tomates, par exemple, le goût qu'elles ont ainsi perdu, on les soumet à des manipulations génétiques en leur adjoignant des gènes d'autres espèces. Il s'agit là d'une forme de mensonge, car, comme pour les idoles païennes, l'apparence ne reflète pas le fond. Vous allez avoir une tomate qui ressemble à une tomate, hein, qui a le goût de la tomate, mais qui n'a pas, je veux dire, la constitution biologique de la tomate. Donc c'est un mensonge. Hein, ça ressemble à la tomate, ça a le goût de la tomate, mais vous savez, vous bouffez... Ça n'a même plus la goût de la tomate. On peut lui redonner le goût en lui adjoignant un gène de souris ou de je sais pas quoi. Ah, pour ceux qui ont connu le goût. Pour ceux qui ont connu le goût. Voilà. Oui, non, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça... Et ceux qui n'ont pas connu le goût ne se plaignent pas. Bah voilà, exactement. C'est-à-dire, moi, il m'arrivait quand j'avais des contrats européens d'aller en Bulgarie pour ces contrats, mais des fois, j'y allais vraiment parce que je prenais plaisir à aller sur des marchés où il y avait des vieilles femmes qui vendaient des tomates qui étaient laides, distordues, de toutes vertes, rouges, bleues, qu'elles avaient cultivées dans leur jardin, mais c'était délicieux, mais c'est de la tomate. Hein? Ça me donnait envie, rien que pour ça, j'avais envie d'y retourner. Alors que là, vous achetez une tomate bien ronde, bien calibrée par le Conseil d'Europe, brillant, voilà, hein, bien brillant, et sinon comme voilà. Il s'agit là donc d'une forme de mensonge. Un ancien dirigeant français, je ne vais pas le citer, hein, disait que la Terre, elle, ne ment pas. Vous savez qui c'est? Barès. Hein? Barès. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Non, Barès. Il a dit Barès, il a dit Barès. Mais non, c'est Pétain qui a dit la Terre, elle. La Terre ne ment pas. Oh, il l'a peut-être piqué à Barès. Alors, des fois, pour blaguer, quand je fais cette explosion, comme disait De Gaulle, alors, mais non, c'est pas De Gaulle qui a dit ça. C'en est un autre qui La s'appelle Terre aussi ne De ment Gaulle. pas. Certes, depuis qu'on a commencé à cuire les aliments, alors ça remonte à loin, comme vous l'avez dit au début, et à sélectionner les plantes et les animaux, on a adapté la nature à l'homme. Mais la ligne rouge a été franchie quand on a commencé à s'écarter de cet objectif légitime au profit d'un imaginaire désincarné. Voilà, je ne m'étendrai pas davantage sur le thème de l'agroalimentaire qui mériterait un exposé à lui tout seul. Alors je terminerai en évoquant les crises financières. On pense d'abord bien sûr à celle de 1929. Cependant, on se fait oublier celles qui la précédèrent ou qui la suivirent, comme le krach financier de 1987 ou le désastre des surprimes de 2008. De telles crises seraient, selon Marx, inhérentes au système capitaliste. Mais pour en comprendre la nature, il faut remonter à la source, lorsqu'à l'activité polyvalente des humains s'est substituée une spécialisation du travail, résultant d'un système d'échange de biens et de services. C'est du passage de la cueillette, de la chasse et de l'agriculture à l'élevage. Non, c'est du passage de la cueillette et de la chasse à l'agriculture et à l'élevage, il y a près de 12 000 ans, que datent les premières opérations de troc. Il y a près de 9 000 ans, certains biens comme le blé ou le bétail étaient utilisés comme mesure de richesse. Plus tard s'y ajoutèrent des biens moins périssables comme les peaux, les tissus, les épices ou le sel, ainsi que les métaux précieux, les esclaves ou les femmes. Elle n'a pas cité, hein. Elle a pas entendu. Mais si, bien sûr, vous l'avez très bien entendu, mais c'est une forme d'esclavage. La plus ancienne monnaie moderne fut créée par le roi de Lysie au XVIe siècle avant notre ère sous la forme de pièces d'électrum, alliage d'argent et d'or, provenant de filons de la rivière Pactole.
est définie par un point invariable, une forme identique et un point sans distinction. Un siècle plus tard, le roi Crésus fondait un système bimétalliste en séparant l'argent et l'or. Mais c'est à Athènes que fut mis en œuvre le premier système monétaire commun. Aristote, mentor d'Alexandre, attribua 3 fonctions à la monnaie: unité de compte, et même aujourd'hui, réserve de valeur et intermédiaire de change. Alors, je passe sur les détails. Au XVIe siècle, Copernic formule 2 principes toujours d'actualité. Premièrement, une monnaie se déprécie quand elle devient trop abondante. Et deuxièmement, si l'on introduit une nouvelle monnaie à côté d'une ancienne, la mauvaise chasse la bonne. C'est le même Copernic que celui qui a fait la révolution copernicienne en astronomie. C'est pas le seul astronome d'ailleurs qui a assez intéressé à la monnaie, parce que je crois que Newton, quelques siècles plus tard, a poursuivi les faux monnayeurs, je crois qu'il réclamait la peine de mort pour les faux monnayeurs. Et quand tu parles là de Newton. Non, il y a Copernic avant. Je veux dire qu'il y a Copernic et ensuite il y a Newton. Ah, Newton. Ces J'avais astronomes- entendu Yoda. moi. Comment? J'avais entendu Yoda. Au XVIIe siècle, naît à Amsterdam et Hambourg, puis à Londres et Stockholm, un système de création bancaire avec des certificats de dépôt d'immobilier en Italie, mais partiellement ouverts dans le pays. Au XVIIIe siècle, sont lancés dans les colonies anglaises et américaines des colonialistes gagés sur des terres. C'est des bouts de papier, mais qui sont toujours gagés sur quelque chose, des métaux précieux, des terres, etc. Enfin, c'est la France qui, ruinée par ses dépenses militaires, émet des assignats gagés sur des biens nationaux sous Louis XV, puis sur des biens confisqués au clergé sous la Révolution. Je passerai plus vite sur les phases actuelles de la dématérialisation de la monnaie. Ce furent d'abord l'échec, dont les autorisations de découvert rendaient les biens représentant encore plus virtuels. C'est-à-dire, on peut échanger un mouton contre un sac de blé. Bon, à la rigueur, une pièce d'argent ou d'or contre un troupeau. À la rigueur, un billet de papier, ça c'est les Templiers, je vais passer rapidement dessus, qui ont créé les lettres de change. Contre quelque chose qui existe déjà, un stock d'or quelque part. Mais là, le stock d'or, c'est seulement 10% ou 20% des papiers. Donc ce fut d'abord l'échec dans les autorisations de découvert. Alors en plus, il y a les autorisations de découvert. On peut avoir des autorisations de découvert. Rendez les biens représentés encore plus virtuels. Puis ils ont eu les cartes de crédit, d'abord avec signation d'un reçu émis par le lecteur. Comme dit le Code civil français, on est engagé par sa signation. Mais ensuite, la simple frappe d'un code voit la fourniture du numéro de carte par téléphone sur Internet. Bonjour les escrocs. Les opérations boursières, jadis par achat ou vente à effet immédiat, sont de plus en plus à terme ou sous condition, selon des processus de plus en plus spéculatifs et automatisés. Puis vinrent les paniers de valeurs, tels que SICAV et OPCVM, résultant mixage opaque impliquant des supprimes. Alors oui, on va de plus en plus vers l'immatériel. Alors en ce qui concerne les monnaies, j'avais dit que bon, les clubs sportifs étaient de moins en moins représentatifs des nations. Mais les monnaies aussi. Bon, alors là, j'ai amené à titre d'exemple un billet de 500 euros. Qu'est-ce que vous voyez sur ce billet? 50, pardon. On voit, sur les autres c'est pareil, on voit une vague de construction, et puis derrière, une carte de l'Europe avec un pont. On ne sait pas si c'est le pont du Gard, c'est abstrait, hein. On ne sait pas exactement ce que c'est. Quelque chose d'abstrait. Maintenant, regardez des monnaies, je veux dire, d'autres monnaies. Hein. Là, là j'ai un billet de 5 dinars tunisiens. Là, je crois que ça représente un Liban. Vous voyez que même dans un pays islamisé, ils reconnaissent quand même, je veux dire, leur ascendance carthaginoise. Je vous donne ça comme exemple, on ne va pas passer de phrase. Alors là, j'ai l'Afrique du Sud. Alors évidemment, vous reconnaissez, je ne sais plus si monsieur ou madame Mandela. Donne. Ah, c'est monsieur parce que madame, elle a mal tourné, je crois. Alors ça, c'est le Brésil. Alors le Brésil, là, il y a une sorte de héros d'indépendance brésilien, je sais pas qui c'est, et au dos, il y a une sorte de singe de la forêt tropicale. Ça représente des choses réelles qui figurent le pays.
Alors là, j'ai un livre qui vient de Taïwan, et là je crois que c'est Sun Yat-sen, C'est ou alors plus c'est précis peut-être que nous. Confucius, je ne sais pas ce qu'il c'est. Bon, c'est probablement un grand de la culture chinoise. Ça c'est Taïwan. Hein. C'est la culture pense. Oui, je crois que c'est Lao Tzu ou Confucius. Mais ça c'est Taïwan parce que c'est pour vous dire que le billet de banque représente quelque chose de réel. Par contre, la Chine.